Bonjour à toutes et à tous. Je pense que le fait de mettre des auditions à 9h ou 9h30 perturbe les collègues de tous les groupes, puisque nous sommes encore peu nombreux, mais je pense qu'ils vont arriver. Donc nous poursuivons aujourd'hui le cycle d'auditions qu'on a commencé la semaine dernière pour les acteurs qui tournent autour de la fixation du prix des médicaments. Ces auditions avaient été prévues, c'est toujours bien de le rappeler, avaient été programmées lors de l'appel des 110 cancérologues hématologues, enfin de la tribune, un appel, c'était pas vraiment un appel, c'était en tout cas une tribune, et c'est la coïncidence avec la campagne de Médecins du Monde est complètement fortuite. Enfin, c'était prévu depuis un moment, ces auditions, quand la campagne de Médecins du Monde a été lancée la semaine dernière. Donc il n'était pas concevable, évidemment, de ne pas entendre les acteurs, ceux qui cherchent, qui trouvent, qui développent, qui commercialisent les médicaments. Donc on se voit régulièrement lors des projets de loi de finances de la sécurité sociale, etc. Mais en tout cas, de vous voir aujourd'hui dans ce cadre-là, je voulais, au nom de la Commission, vous remercier d'avoir répondu, d'avoir trouvé une date commune, enfin en tout cas d'avoir répondu à la date qu'on vous donnait collectivement. Je sais que vous êtes très pris les uns et les autres dans vos entreprises. Donc je rappelle que nous auditionnons en même temps les entreprises du médicament, c'est le nom du syndicat, le LEM, et l'Association des laboratoires internationaux de recherche, le LIR, qui souvent sont les branches recherche des laboratoires qui sont dans le LEM. Donc, je ne vais pas, moi, vous poser de questions tout de suite, je vais attendre. Donc, le format, il est le suivant. Vous allez vous exprimer. Nous avons 1h15 devant nous. Vous allez vous exprimer le plus... Enfin, comment dire, rationnellement, on va dire, hein, voilà, dans une balance bénéfice-risque, quelque chose qui serait très efficace et qui prend peu de temps. Ensuite, je donnerai la parole aux députés qui veulent la prendre pour 2 minutes de questions. S'il vous plaît, tenez-vous au temps, puisque parfois les questions peuvent être redondantes. Si une question a déjà été posée, posez une autre question que celle qui a déjà été posée, on gagnera du temps. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Alors, je ne sais pas dans quel sens sont Monsieur Erard, bien sûr, président du LEM. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, merci de nous avoir conviés à cette audition. Je vais faire pour ma part très court puisque je vais laisser la parole essentiellement aux personnes qui ont eu la gentillesse de m'accompagner. Ils développeront des points plus spécifiques et nous allons essayer, comme vous l'avez demandé, de le faire de la façon la plus concise possible. Mon message peut-être introductif sera très simple. Le premier, c'est que si nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer la question des coûts en santé et du coût des médicaments innovants en particulier, c'est parce que l'innovation existe et que cette innovation est de retour. Je crois que c'est la première bonne nouvelle que les parlementaires doivent accueillir pour nos concitoyens, pour les patients. Cette innovation, vous le savez, elle est particulièrement exponentielle depuis 2-3 ans. C'est le fruit des investissements que nous avons faits il y a 10 ans. Et voir aujourd'hui le cancer, les maladies virales, certaines maladies auto-immunes proches d'être combattues, voire vaincues par les médecines du vivant, les médecines allopathiques que nous avons mis au point il y a déjà 10 ans, c'est, je pense, la première victoire dont nous devons nous réjouir. Le deuxième message, c'est que je me réjouis que nous soyons ici à l'Assemblée nationale avec les parlementaires parce que je préfère voir pour ma part le débat sur le prix de l'innovation se placer dans cette instance plutôt que sur la place publique à coups d'invectives et de campagnes publicitaires que j'ai trouvées pour ma part absolument inacceptables, dénigrantes et irrespectueuses. Je pense qu'elles sont... il est indispensable que nous ayons ce débat, il est indispensable que les industriels du médicament, de façon la plus responsable qui soit, participent à ce débat. Mais j'appelle, et vous le savez depuis longtemps, à ce que ce débat se place sur un terrain serein, responsable, équitable, et avec des personnes, si possible, qui connaissent le système. Car parler de cela sur un plan strictement, je dirais, émotionnel, ne résoudra en rien l'affaire, même si j'entends et je comprends parfois l'émotion qui peut émaner de nos concitoyens lorsqu'ils parlent des coûts en santé et de leur avenir et l'avenir de leur système de santé. Et je trouve ça tout à fait normal. Néanmoins, le débat ne doit pas se placer autrement que sur un plan rationnel et démocratique. Et enfin, je dirais que
peut-être le débat est-il mal posé si l'on attaque le sujet par la question du prix ou du coût de ceci ou de cela. Évidemment, les coûts en santé sont un grand sujet. Nous devons aborder ce débat sur un plan holistique, questionner notre système de santé sur sa capacité à se réformer, à s'adapter aux progrès technologiques, pas seulement celui du médicament, mais des technologies en général. Pour sa part, le LEM et les industries du médicament prendront part à ce débat, je vous l'ai dit, de façon la plus responsable qui soit. Nous avons déjà commencé à le faire, notamment en refondant l'accord cadre qui a été signé. Je sais que vous allez auditionner le président Planel au 1er janvier de cette année, ce qui est un élément de lisibilité, de prévisibilité sur la fixation des prix considérablement amélioré. Donc nous ne sommes pas absents de ce débat. Nous considérons que c'est un sujet. Je tiens à le dire de façon très claire, Madame la Présidente, c'est un sujet, le prix de l'innovation et le prix en santé. Mais nous souhaitons à ce qu'il soit incorporé dans un débat plus vaste, qui est la question de l'adaptation de notre système de soins, de notre système de santé, sa modernisation et sa capacité à se réformer pour mieux accueillir cette innovation, qu'elle soit médicamenteuse ou qu'elle soit d'un autre ordre technologique. Et j'en terminerai là-dessus pour laisser suffisamment de place aux allocutions de ceux qui ont eu la gentillesse de m'accompagner. Merci, Monsieur Erard. Maintenant, Monsieur Chiver. Oui. Voilà. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, je souhaiterais d'abord, avec David Setboun et mes collègues, vous remercier au nom de l'association du LIR, l'association des laboratoires internationaux de recherche, de nous avoir invités à échanger sur cette question de financement d'innovation dans les années à venir. Peut-être un mot de la mission du LIR. Notre mission est vraiment d'essayer de contribuer à trouver des solutions pour que notre système de santé soit en mesure d'adopter et d'intégrer les innovations qui améliorent la prise en charge des patients. Une innovation aujourd'hui, et Patrick l'a dit, qui peut être thérapeutique, technologique, organisationnelle, je pense au parcours de soins par exemple. Nos entreprises sont toutes membres du LEM, donc je tiens à dire que je partage entièrement ce qui vient d'être dit par Patrick Erard. Sans répéter ces propos, peut-être un point de particularité sur nos laboratoires. Nous consacrons une part très importante de nos investissements à la recherche, plus de 20% en moyenne, allant jusqu'à 40% pour certains laboratoires. Et la France, et c'est un point que je souhaite souligner, est un pays attractif en matière de recherche. Nous y investissons chaque année plus de 700 millions d'euros. Patrick l'a dit, et j'ai pu écouter attentivement les auditions que vous avez tenues la semaine dernière. Je crois que s'il y a bien un consensus entre tous les intervenants, c'est celui du retour de l'innovation et du retour de l'innovation pour les patients. Et c'est vrai que cette arrivée de ces innovations soulève des questions légitimes sur leur modalité de financement et demande à ce qu'on réfléchisse à des évolutions et des réformes dans les mois et années à venir. Je crois qu'il est important de se projeter parce que notre système de santé est un des plus performants aujourd'hui et le modèle d'accès à l'innovation, le modèle de financement fonctionne en France aujourd'hui. Comme l'a rappelé la semaine dernière le professeur Agnès Buzyn, présidente de la Haute Autorité de Santé, aucun patient ne rencontre de difficultés pour avoir accès aux médicaments aujourd'hui. Et Philippe Lamoureux et mes collègues parleront du budget du médicament qui est aujourd'hui maîtrisé. C'est d'ailleurs un des postes qui est le mieux contrôlé, on pourrait dire. Maintenant, quand on regarde le débat, on voit bien quelque part deux modèles qui échangent, qui parfois s'opposent. Un premier modèle, tel que d'ailleurs le CIS l'a décrit il y a quelques jours, qui considère que le prix devrait être finalement l'addition de coûts de recherche, de production, auquel devrait s'ajouter une marge pour le laboratoire. Ce modèle permet d'expliquer les prix des génériques. Mais ce modèle n'est pas adapté pour les médicaments innovants, car il met totalement de côté les risques et les risques d'échec de développement des médicaments, qui sont très importants. Vous le savez,
moins de 5% des molécules que nous testons ont une chance un jour d'être mises à disposition des patients. Si je prends un exemple, dans la maladie d'Alzheimer, sur laquelle nous faisons de la recherche depuis plus de 10 ans, si l'on prend les dernières 10 années, 123 essais cliniques sur 127 ont échoué. Ce modèle également ne prend pas en compte un deuxième élément que la collectivité nous demande et attend de nous, qui est de faire de la recherche dans des domaines où nous ne pouvons pas attendre de retour. Je pense par exemple à l'antibiorésistance, dans lequel notre modèle est de trouver des antibiotiques pour les mettre dans un placard et les garder pour se prévenir d'enjeux majeurs de santé publique. Donc, et Patrick Erard vient de le dire, ce qui est difficile parfois à comprendre ou à entendre, c'est le fait que nous finançons aujourd'hui, c'est la recherche de demain. C'est un aspect qui est essentiel. Et si nous parlons aujourd'hui d'éliminer l'hépatite C, de faire des cancers des maladies chroniques, c'est bien parce que nous avons investi depuis 20 ans. Pour autant, et je veux insister là-dessus, l'investissement n'autorise pas tout. Il existe des limites, et c'est normal, dans la fixation des prix des médicaments innovants. Et ces limites s'inscrivent dans le modèle que nous avons en France, le modèle que nous devons continuer à réformer, qui est d'aborder le prix en fonction de la valeur qu'elle apporte aux patients, tout d'abord. Jusqu'à présent, nous avons surtout pris en compte la valeur thérapeutique pour le patient. De plus en plus, et nous devons progresser là-dessus, nous prenons en compte la valeur d'efficience pour le système de santé. Et demain, des solutions existent, et c'est ce sur quoi nous devons travailler, pour pouvoir mieux évaluer la valeur thérapeutique d'un médicament dans la vraie vie, au quotidien. Nous en avons les moyens, et c'est de cela que nous allons, j'espère, parler aujourd'hui. Pour nous, on est vraiment dans une démarche où nous souhaitons travailler ensemble, réfléchir à ces propositions, nous en avons, pour prendre en compte la performance des médicaments dans la vie réelle, leur efficience pour le système de santé et pour les patients. Donc je vais m'en arrêter là et passer la parole à Philippe Lamoureux, mais c'est bien cela notre démarche et les solutions que nous avons pour demain. Merci Monsieur Chivert. Monsieur Lamoureux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Très rapidement, 3 éléments que nous souhaitons soumettre à votre réflexion. Premier point, je crois qu'il faut quand même, dans ce débat, remettre en perspective cette problématique du coût des médicaments dans l'enveloppe des médicaments remboursables. Quand on regarde les chiffres rétrospectivement depuis le début de cette mandature, les dépenses remboursées de médicaments sont restées stables. Et pour ne prendre qu'un exemple, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de commentaires autour de l'accueil et l'arrivée de ces nouveaux traitements de l'hépatite C. Je rappelle que la bosse financière qu'ont généré ces nouveaux traitements a été absorbée pratiquement en 18 mois. Autrement dit, le système a fonctionné, comme le disait Cyril, avec une enveloppe budgétaire parfaitement maîtrisée. Deuxième élément, quand nous raisonnons non plus en dépenses remboursées, mais en chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique en France décroît. Je rappelle que le Parlement vote chaque année, dans le cadre du PLFSS, ce fameux taux L, que depuis 2 ans, ce taux L est à -1 et qu'on a inventé un concept qui est le concept de taxation de la croissance négative, puisque quand nous faisons -0,5, nous sommes amenés à verser une contribution alors même que nous sommes en récession. Troisième élément, le coût des traitements anticancéreux dont nous parlons et qui mobilise beaucoup l'opinion aujourd'hui représente en tout et pour tout 2% des dépenses de l'assurance maladie. Donc expliquer que le coût de ces traitements et les immunothérapies ne représentent qu'une toute petite partie de ces 2%, expliquer que ce sont ces dépenses qui mettent en péril l'assurance maladie, c'est un peu sans doute excessif, d'autant plus que quand on regarde le prix des médicaments de façon très, très générale, le médicament est la plupart du temps une solution coût efficiente. La France est un pays qui a des médicaments la plupart du temps à des prix extrêmement bas ou en tout cas tout à fait concurrentiels avec ceux des 4 autres grands marchés européens. Il n'y a pas d'exception française en matière de prix des médicaments. Quand on compare la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, c'est-à-dire les marchés qui nous sont comparables, nous sommes dans les mêmes ordres de grandeur.
Deuxième point, ce que nous constatons aussi, c'est que sur les 5 ou 6 dernières années, les PLFSS qui se sont succédés sur 2 mandatures, en tout cas sur la fin de la précédente mandature et sur celle-ci, ont développé une véritable addiction à la baisse de prix des médicaments pour boucler l'exercice du PLFSS. Je rappelle que nous représentons 15% de la dépense d'assurance maladie et que nous représentons 50% des plans d'économie qui sont votés chaque année par le Parlement dans le cadre du PLFSS. Or, ces recettes-là arrivent de notre point de vue à leur terme. Pourquoi ? Parce que nous sommes au bout de ce que l'on appelle la falaise des brevets. 2017 reste une année à forte tombée de brevets, mais après, les tombées de brevets se tarissent. On sait aussi que le modèle du biosimilaire n'apportera pas des économies de même ampleur et d'autre part que le mécanisme de baisse de prix répété à hauteur de 1 milliard par an pose aujourd'hui un problème d'attractivité industrielle. Pourquoi ? Parce que quand on se compare à nos principaux compétiteurs, eh bien la France est devenue un pays contracyclique. Des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni ont renoué avec la croissance sous l'impact de l'arrivée de ces innovations thérapeutiques. Et donc on voit bien que la France est en perte de vitesse en termes d'attractivité industrielle et donc il nous faut trouver de nouveaux mécanismes. Alors, ces nouveaux mécanismes, et ce sera mon dernier point, nous avons essayé et de les trouver et de continuer à les proposer. Alors, comment peut-on faire ? 4 éléments. Premier élément, nous venons, Patrick Hérard l'a rappelé, de renégocier un accord cadre avec les pouvoirs publics. Nous avons essayé d'introduire dans cet accord cadre un certain nombre de dispositions qui peuvent nous permettre d'aborder de façon plus sereine cette problématique du retour des innovations. Comment ? Eh bien, essentiellement à travers de 2 mécanismes. Le premier, c'est le développement très important des études d'impact budgétaire, c'est-à-dire la capacité que nous allons nous donner avec les pouvoirs publics de mieux mesurer l'impact et donc l'efficience des nouveaux traitements en prenant en compte à la fois leur coût, mais l'impact organisationnel et l'impact sur l'ensemble du système de soins qu'elles vont générer. En essayant également dans cet accord cadre de, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression parce qu'elle est un peu triviale, mais de développer notre boîte à outils. C'est-à-dire que les traitements qui arrivent vont raconter des histoires très différentes entre le traitement qui guérit une pathologie mortelle, un traitement qui chronicise une pathologie très grave et un traitement qui améliore la qualité de vie des patients dans la durée. Ce ne sont pas les mêmes mécanismes de régulation qui sont en jeu. C'est pourquoi le nouvel accord cadre permet de développer les contrats de performance, permet de développer, en tout cas nous l'espérons à terme, des mécanismes de remise adaptés au profil des produits, ou encore on est assez ouvert pour travailler sur ce sujet du paiement de prix par indication ou de remboursement par indication. Il y a des pistes, il y a des solutions, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'innovation dont parlait Cyril Shiver pose au système de santé un problème beaucoup plus global qui est celui de la chronicisation de maladies qui jusqu'à présent avaient une issue très, très délétère à très court terme. Deuxième proposition, ici le Parlement, et je soumets ce point à la réflexion de la représentation parlementaire, si le Parlement votait demain un ONDAM médicament au niveau de l'ONDAM général, c'est-à-dire à 1,75%, nous ne serions probablement pas en train de parler de cette problématique du prix de l'innovation aujourd'hui. Parce qu'en votant un ONDAM à 1,75% sur le médicament, on injecterait dans le système la capacité de financer ces produits innovants qui aujourd'hui font couler autant d'encre. Troisième point, l'innovation, c'est effectivement un coût, mais c'est aussi une opportunité formidable de moderniser notre système de soins. Et il est clair que si l'on focalise le débat sur le prix des médicaments innovants, sans élargir la problématique à l'impact que ces médicaments innovants vont avoir sur l'organisation du système de soins, en raisonnant en silo, eh bien on ne trouvera pas de solution. 2 exemples. Nous avons fait une étude rétrospective sur l'introduction des anti-TNF-alpha en comparant ce qui s'était passé en Allemagne et en France. L'Allemagne a sensiblement baissé ses coûts de production en restructurant ses services de rhumatologie et en mettant les traitements en ville. La France n'a pas restructuré sa rhumatologie et a conservé les médicaments à l'hôpital. À l'arrivée, l'Allemagne a baissé les coûts de prise en charge des patients de 6%, la France de 0,5%, c'est-à-dire rien.
Deuxième exemple, nous avons projeté cet exemple dans l'avenir sur le traitement des cancers de la prostate et nous pouvons montrer que là encore, avec l'innovation, il y a des gains d'efficience de l'ordre de 12 à 15% sur les coûts de prise en charge des patients, mais qu'il faut aller chercher ces gains d'efficience pour pouvoir effectivement mieux assumer les coûts de ces traitements innovants. Et donc, il y a effectivement un point majeur, et je m'arrête là, sur la capacité de notre système à capturer les économies générées par les innovations dans l'organisation des soins. Je passe la parole peut-être à M. Sedboun. Merci, Monsieur Lamoureux. Monsieur Sedboun. Pas bien. Dans le cadre du LIR, nous faisons de nombreuses études pour comprendre effectivement à la fois l'impact des innovations sur la vie du patient, sur sa qualité de vie, mais également comment ces nouveaux traitements changent son accès au système de santé et aux différents produits. Donc c'est évident que le parcours de santé d'un patient va changer à chaque fois qu'une nouvelle innovation arrive sur le marché. Dans la plupart des cas, ça permet d'apporter des traitements qui permettent aux patients d'être traités plus près de chez eux, de manière plus efficace et souvent d'avoir moins accès aux services hospitaliers. Alors, on a étudié notamment une publication d'une étude récente faite aux États-Unis qui ont beaucoup de données sur le domaine et qui ont démontré qu'il y a par an l'équivalent de 200 milliards qui sont perdus ou potentiellement gagnables en termes de coordination et de meilleure coordination des soins. Donc si on projette même une fraction extrêmement faible de cette somme en France, on se rend compte qu'une grande partie de l'impact de l'innovation, en plus de l'amélioration de la vie des patients, peut se faire sur la coordination de la santé. Et c'est quelque chose qui est extrêmement présent également auprès des Français, des médecins français, de toutes les spécialités. On estime aujourd'hui dans les études que 15 à 20% du temps et des efforts de nombreux professionnels de santé sont faits pour rattraper des coordinations. Donc mon point très rapide, il est de dire, et comme il a été souligné par Philippe Lamoureux, que lorsqu'une innovation arrive, on l'a vu par exemple dans les anti-TNF, dans une maladie chronique, des pays comme l'Allemagne ont la capacité de transformer, parce que les patients sont plus traités en ville, cette arrivée d'innovation en une économie, ce qui correspondrait en France à par exemple 70 millions d'euros sur une seule pathologie sur 3 ans. Donc le point qu'on souhaitait apporter, et c'est aussi un point qui nous remonte rapidement, c'est qu'au niveau des patients, ce qui les importe, c'est bien sûr d'avoir accès aux nouveaux traitements, mais également d'avoir accès à l'information dès le départ. Et surtout dans les maladies chroniques, ils souhaitent être en mesure d'avoir l'accès à la bonne information, et cette coordination représente un potentiel d'économie extrêmement élevé pour l'ensemble de l'organisation. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, c'est-à-dire comment les nouvelles innovations peuvent améliorer la santé de ces patients, mais également permettre de mieux les prendre en charge. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bazeillac. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes interpellés de fait par l'opinion publique à travers les médias sur la soutenabilité du système face à l'arrivée des innovations, mais aussi sur la rationalité des prix. Au fond, la question qui nous est posée, c'est comment les industriels fabriquent-ils leurs prix? Est-ce que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel? Est-ce qu'il y a des limites? Et nous ne souhaitons pas être dans le déni de cette interpellation. Le prix du médicament en France, vous le savez, est administré, c'est-à-dire qu'il est fixé par l'État, mais à l'issue d'une négociation souvent très longue avec les industriels. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui devant vous, parce que je pense que c'est la question qui nous est posée, c'est d'essayer de vous expliquer comment les industriels élaborent le prix qu'ils vont proposer dans cette négociation. Pour comprendre le prix d'un médicament, pour comprendre la manière dont les industriels élaborent le prix d'un médicament, il faut comprendre que le prix d'un médicament, c'est avant tout pour l'industriel
la capacité de pouvoir continuer à investir dans la recherche et le développement de nouvelles innovations. Et ce cercle économique, ce modèle économique est un modèle vertueux pour la société. C'est la condition de la production du progrès thérapeutique. Le parcours de recherche et développement d'un médicament, ça vous a été dit, est un parcours très long, très coûteux et très risqué. Très long, quand il faut en moyenne 6 ans pour mettre au point un Airbus, il faut pas loin de 12 ans pour mettre au point un médicament. Très coûteux, vous savez qu'il en coûte de l'ordre d'1,5 milliard de dollars pour lancer, pour mettre au point une nouvelle molécule. Très risqué, cela vous a été expliqué. Et voyez-vous, il faut retenir dans ces 3 qualificatifs, long, coûteux, risqué, ce que contient le prix d'un médicament du point de vue de l'industriel. Voilà pourquoi nous récusons cette approche qui nous est souvent proposée, dont on peut comprendre la logique intellectuelle de construction analytique du prix d'un médicament. On ne peut pas, Cyril Shiver l'a rappelé tout à l'heure, construire le prix d'un médicament à partir de la somme des coûts qu'aurait coûté à produire tous les matériaux qu'il compose. Chacun comprend cela. On ne peut pas construire non plus le prix d'un médicament à partir de l'évaluation des coûts de recherche et développement auxquels on voudrait bien ajouter une marge pour l'industriel. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible d'individualiser ces coûts de recherche et développement par pays d'abord. Vous le savez que ce sont des investissements qui sont largement globaux, mondialisés, et parce qu'il est impossible non plus de les individualiser par médicament. Lorsqu'un industriel investit dans un pipeline d'innovation, il investit dans une logique de portefeuille de produits. Il ne peut plus ensuite reconstituer, individualiser le coût par médicament. Voilà pourquoi nous proposons une nouvelle lecture du prix du médicament, qui est une lecture transactionnelle, une lecture holistique, qui consiste au fond à dire que peut-être que dans ce débat, personne n'a vraiment raison ou personne n'a vraiment tort. Au fond, nous vous invitons à regarder le prix d'un médicament comme la résultante de la confrontation de toutes les perspectives de tous les acteurs qui ont légitimité à négocier le prix d'un médicament. Qui sont ces acteurs ? Le vendeur, bien sûr, l'industriel, l'acheteur, le régulateur, le comité économique des produits de santé, pour ce qui nous concerne, et puis nous sommes prêts à reconnaître qu'un troisième acteur s'est introduit par les médias, par l'opinion publique dans ce débat, et qu'il est légitime, c'est la société. Voilà pourquoi nous vous proposons, en considérant l'ensemble des attentes de ces 3 acteurs, 3 réformes, 3 propositions d'évolution de notre système pour fixer le prix d'un médicament. L'accès d'abord. L'accès, c'est la prérogative, c'est l'attente de la société dont je parlais tout à l'heure. Eh bien nous, industriels, nous sommes prêts à dire, avec les associations de patients, et peut-être d'abord, nous les industriels, parce que ces médicaments sont nos bébés, si j'ose dire, nous sommes prêts à dire que l'accès aux innovations ne peut pas être la variable d'ajustement du prix ou du coût de l'innovation. En d'autres termes, que tous les patients qui ont besoin d'accéder à une innovation doivent y avoir accès. Mais pour que ce mot ne soit pas simplement une incantation, nous vous proposons qu'au cours de chaque lancement d'une innovation de rupture, eh bien on agrège à cette proposition ce que nous appelons un plan de diffusion. À l'intérieur de ce plan, il faudrait que nous soyons capables de donner une visibilité bien plus précise que nous le faisons aujourd'hui sur les populations cibles que cette innovation doit atteindre, et notamment des populations cibles dynamiques à travers les années, ce qu'aujourd'hui la Haute Autorité de Santé ne sait pas bien faire. Et puis nous proposons surtout que dans ces plans de diffusion soient adjoints les réformes organisationnelles du système de santé qu'il va falloir faire pour que ces innovations, effectivement, arrivent dans les meilleures conditions d'efficience aux patients. Deuxième proposition, le bénéfice thérapeutique ajouté. Cyril Shiver le disait tout à l'heure. Il est inconcevable, comme on le voit parfois proposé dans les médias, que l'on décorrèle le prix d'une innovation de la valeur sociale que cette innovation apporte à la société. Vous n'imaginez pas la puissance d'une incentive d'un système qui dit aux industriels plus vous allez apporter de progrès thérapeutiques pour les patients et pour la société, plus vous aurez de chances d'être mieux rémunérés pour vos innovations. Et puis, dernière proposition, démocratie sanitaire. Nous entendons, je le disais au début de mon propos, cette voix qui nous énerve un peu parce qu'elle nous paraît parfois irrationnelle, elle nous paraît pleine d'émotions, mais elle est parfaitement légitime de la société qui nous dit peut-être que trop c'est trop, et puis qui nous fait le reproche d'un système qui serait trop opaque.
Eh bien, nous avons envie de dire chiche. Et nous sommes disposés aujourd'hui, en tant qu'industriels, à proposer que les patients, par leurs représentants, puissent être introduits d'une manière ou d'une autre dans le processus de détermination d'un prix du médicament à titre consultatif. Ça permettrait de lever ce procès souvent d'intention en opacité. Venez voir comment les choses se passent. Elles sont régulées, elles sont rationnelles, elles sont écrites dans la loi, et ça permettrait aussi d'entendre la voix légitime d'une perception sociétale du prix du médicament. Je vous remercie. Donc, vous avez pris les temps de parole dans un premier temps. Je vais maintenant donner la parole aux députés. Rappelez quand même que sous ce gouvernement, deux décisions étaient prises qui, je pense, ont facilité les essais cliniques. Je rappelle d'abord la proposition de loi sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Je crois que c'était attendu par la recherche publique, mais aussi la recherche privée de vos industries. Et rappelez aussi ce qui avait été signé entre Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, et Geneviève Fioraso, à l'époque ministre notamment de la Recherche, qui avait permis, dans une convention unique, de raccourcir le temps d'accès aux essais cliniques réduit à 60 jours, enfin réduit, maximum 60 jours, alors que ça pouvait atteindre, on le savait, 1000 jours, qui était quand même un frein pour vous, pour développer un médicament. Donc je tenais à rappeler quand même ces deux décisions de cette majorité présidentielle. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Bapt pour le groupe SEC. Oui, merci Madame la Présidente. Madame et Messieurs les représentants de l'industrie, je pense qu'il était tout à fait justifié que Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales enclenche une série d'auditions sur la question du prix du médicament, sur lesquelles nous autres parlementaires sommes questionnés de manière très très vive depuis la question de la prise en charge, soyons directs, du Sovaldi avant les autres AAD, antiviraux d'action directe. Et ce questionnement est d'autant plus justifié qu'il provient pas seulement de l'opinion publique sur un point particulier du prix d'un médicament, mais de ce que nous sommes interpellés par des plus grands noms de la médecine, en particulier la cancérologie. La commission a reçu le professeur Maranenki et le professeur Vernant, par aussi les publications de la revue Prescrire, qui, même si ce n'est pas la Bible en soi, est un apport riche dans la réflexion concernant le médicament en général. Lorsque Prescrire titre « L'année du médicament, peu de progrès et des menaces sur l'accès pour tous à des soins de qualité », nous sommes enfin interpellés par le fait que parmi l'ensemble des productions industrielles, nationales ou internationales, on nous cite toujours la production pharmaceutique comme étant la plus rentable. Sauf que, moi j'en ai trouvé récemment une autre qui peut être un peu plus rentable, même si le secteur peut être parfois mixte. C'est le prix des pesticides sur lesquels, effectivement, l'industrie chimique n'est jamais questionnée. Nous sommes aussi, néanmoins, un petit peu mal récompensés par l'accès rapide, et Madame la Présidente vient de dire les progrès qui sont faits à cet égard par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris par l'accord cadre que vous avez signé avec le gouvernement. L'accès rapide aux médicaments par le fait que, malheureusement, dans notre pays, malgré cet accès rapide, la prise en charge, l'ATU, le RTU, nous sommes mal récompensés, semble-t-il, par le virage des biotech que l'industrie, vous auriez mal négocié pour notre pays en particulier, puisque nous avons moins de sites de production en matière de biomédicaments qu'ailleurs. Alors, Philippe Lamoureux, tout à l'heure, disait que nous avions bien digéré la bosse du surcoût amené par cette innovation qui est effectivement assez historique concernant les antiviraux d'action directe dans le cas de l'hépatite C. Bon, nous l'avons bien digéré. En fait, vous avez aussi beaucoup critiqué la façon dont nous l'avons digéré en créant un taux W spécifique et avec un taux L négatif. Bon,
Mais enfin, ça commence à être derrière nous. Ce qui n'est pas derrière nous, c'est que c'est la première fois dans notre pays qu'il y a des restrictions de prescription d'un médicament pour des raisons financières. Puisqu'on a, en fonction des recommandations de la HAS, d'abord pris en charge, en fonction du degré de fibrose, l'engagement des traitements. Et nous sommes aussi interpellés par les remarques de la Commission des comptes de la Sécurité sociale récente, qui dit dans ses excellentes pages sur la comparaison des traitements anticancéreux que le coût des traitements anticancéreux est plus élevé sur le long terme en France en raison de prix de départ plus avantageux et d'un accès plus rapide. Donc, à cet égard, il y a une réflexion à engager, certes, et vous vous dites prêt à des réformes. L'accès ne peut être la variable d'ajustement. Nous en sommes tout à fait d'accord. Et là-dessus, je pense que la HAS va engager avec vous très certainement l'amélioration de la prédiction que peuvent apporter les études médico-économiques sur la question coût-accès. Mais vous dites bénéfice thérapeutique ajouté, il faut corréler le prix à sa valeur sociale. Mais est-ce que ce n'est pas déjà ce que fait avec l'ASMR, la HAS? Donc il faudrait préciser cette proposition. Et enfin, la démocratie sanitaire, que les patients soient introduits. Je crois qu'il y a des dispositions qui ont été prises dans la loi de modernisation de notre système de santé, qui ont fait place d'ores et déjà aux patients, même si les modalités, je crois, par décret, ne sont pas encore tout à fait aujourd'hui précisées. À titre personnel, j'aurais préféré aussi que les parlementaires, et notamment les rapporteurs des budgets, soient aussi associés dans cette démocratie sanitaire, parce que la détermination du prix et la façon dont se passent les négociations au sein du CES nous paraît parfois un petit peu opaque. Voilà. Et enfin, disons que j'ai une question précise à poser, parce que j'ai trouvé dans les documents qui accompagnent l'accord cadre une évaluation du coût. J'en termine, Madame la Présidente. La recherche-développement, ce serait près de 5 milliards pour les entreprises nationales. Et vous avez cité un chiffre de recherche publique, 40 millions d'euros. Le professeur Vernant, devant nous, nous a dit que, en fait, les laboratoires se nourrissaient de la recherche académique. Et il y a donc une certaine discordance entre le chiffre que vous affichez et puis ce que nous a dit le professeur Vernant. Merci, Monsieur Bapt. Pour les Républicains, Monsieur Barbier. Oui, merci Madame la Présidente. Merci de l'organisation de ce débat ce matin en commission des affaires sociales. Je crois qu'effectivement c'est un débat important, et le fait de vouloir l'amener au niveau de la société nous sort un peu de nos calculs quotidiens du PLFSS. Et c'est un discours qui est important parce que ce matin, moi, je trouve que c'est un formidable message d'espoir. Dans une société où le médicament, d'une manière générale, est décrié chaque jour, dans une société où on nous dit que le progrès n'apporte plus rien et que si le bon vieux temps pouvait revenir, je crois que d'avoir confiance dans l'avenir, d'avoir confiance dans le progrès, d'avoir confiance dans l'innovation, de se dire que demain, des molécules pourront soigner, guérir, soulager des personnes pour lesquelles il n'y avait aucun espoir il y a quelques années, eh bien c'est ce message qu'il faut tout d'abord porter, parce qu'il est essentiel de ne pas l'oublier dans nos discussions financières. De dire aussi que quand un grand espoir naît, il est souvent associé à de grandes peurs. Et la grande peur, c'est celle de nos concitoyens qui voient arriver ces médicaments très chers, avec une publicité qui est faite de manière un peu anarchique, des médicaments très chers, et leur grande peur, c'est de ne pas pouvoir en bénéficier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons à relever un véritable défi, et je dirais à 3 niveaux, mais comme ça a été exposé par les intervenants précédemment. Notre premier défi pour nous, parlementaires, pour nous, représentation nationale, c'est d'assurer la pérennité de la recherche pour demain.
Parce qu'aujourd'hui, nous avons des molécules qui arrivent, mais demain, elles vont continuer d'arriver. Et j'allais dire, heureusement. Heureusement pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc nous avons le devoir d'assurer cette pérennité à l'industrie pour qu'elle puisse continuer demain à faire de la recherche et faire de la recherche en France. Deuxièmement, la solidarité nationale, bien sûr, doit s'exprimer. En n'oubliant pas une chose, c'est que, ça a été rappelé, l'innovation représente aujourd'hui 2% des montants totaux financiers consacrés aux médicaments. Il ne faut pas que ceci nous fasse oublier non plus les 98 autres pourcents et que l'équation financière que l'on connaît depuis maintenant 4 ans, à savoir 1 milliard d'économies sur le médicament, sur tous les autres médicaments pour prétexte de financer l'innovation, il faut que cela cesse. Parce que si cela ne cesse pas, le prix du médicament en France passera la barre qui a été évoquée tout à l'heure des marchés voisins que sont l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Et alors, demain, parce que c'est des règles du marché, la France pourrait se trouver en rupture. C'est d'ailleurs ce qui arrive. Sur un certain nombre de molécules où ces molécules ne sont plus disponibles en France. Bon, bien sûr, on peut toujours expliquer cela d'autres manières. Moi, je suis quelqu'un qui sait comment se passe le marché et le libre-échange. Si un laboratoire a la capacité de vendre sa molécule un peu plus chère chez un voisin, eh bien, il le fera. On ne peut pas l'en blâmer. On ne peut pas l'en blâmer. Et quels que soient les mécanismes mis en place, on peut aussi le redouter. Et c'est des choses que nous vivons au quotidien. Il ne faut pas oublier donc dans cette discussion toutes les pathologies chroniques, diabète et autres qui aujourd'hui participent aussi à la qualité de vie de nos concitoyens. Et puis le troisième point qui est peut-être le plus important sur les pistes qui ont été tracées. Je crois que c'est essentiel. Aujourd'hui, raisonner le financement de notre système de soins et de santé année après année n'est pas un bon système. Dans tous les domaines, que ce soit dans la gestion des maisons de retraite, dans la gestion on fait des plans pluriannuels. On traite les choses à 3 ans. Et quand on introduit une nouvelle molécule, comme celle de l'hépatite C, quand elle était introduite, et nous l'avions dit, cette molécule va provoquer des économies à terme sur 2 ou 3 ans, parce qu'il y aura des traitements connexes qui ne seront plus administrés puisque le patient sera guéri. Il faut prendre en compte ces économies, mais à 2 ou 3 ans, et voir l'évolution des dépenses à 2 ou 3 ans, et que tout soit pris en compte, et de manière honnête, parce qu'il n'est pas juste de faire peser les économies et les bons résultats des dépenses de santé sur le seul et unique médicament. De dire aussi qu'une fois qu'on a fait ce constat, et dans la délivrance de ces produits innovants, tout ceci va impacter l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament. Et je terminerai là-dessus en disant que vous avez souhaité que tous soient associés, la société, les pouvoirs publics, les industriels. Je me permettrai juste de rajouter qu'il serait peut-être bon que tous les acteurs de la chaîne du médicament, parce qu'il n'y a pas que l'industrie, il y a des grossistes, répartiteurs, il y a des pharmaciens, il y a des gens qui délivrent tout cela, et que ceux-ci soient aussi associés à la discussion me paraîtrait important. En tout cas, merci pour cette intervention, mais sincèrement, je ne voudrais pas que le débat sur le prix du médicament innovant soit l'arbre qui cache la forêt des 98 autres pourcents et mette en difficulté encore un peu plus l'ensemble de l'industrie pharmaceutique en France. Merci Monsieur Barbier. Je rappelle quand même que le père du projet de loi de financement de la sécurité sociale voté annuellement est Alain Juppé quand même, par les ordonnances. Voilà. Non mais c'est bien de rappeler l'histoire. Monsieur Richard, pour le groupe UDI. Oui, Madame la Présidente, c'est une bonne transition. Une bonne transition, Madame la Présidente. Merci, Monsieur. Je rappelle l'histoire, je rappelle les faits, c'est tout. Madame la Présidente, Monsieur Richard. Merci, Madame la Présidente. Je vais vous reprendre sur ce point du PLFSS, mais d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette table ronde, qui est quand même le fruit d'une inquiétude partagée dans tous les groupes parlementaires sur la situation du prix du médicament. C'est un
c'est un secteur d'activité majeur dans notre pays, qui, il est vrai, Monsieur Bapt, est rentable, mais je ne crois pas que ce soit interdit encore dans notre pays de gagner de l'argent, et donc c'est une bonne chose et on peut que s'en féliciter. Donc secteur rentable, c'est une bonne chose. Vache à lait du gouvernement actuel, dans le cadre du PLFSS, Madame la Présidente. Donc véritable vache à lait du gouvernement, notre collègue Barbier l'a dit à l'instant. Donc je ne crois pas que ça soit une manière de traiter un secteur d'activité face à un produit, le médicament, qui ne peut pas être traité comme n'importe quel produit industriel. Il y a une nécessité de prix, c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, mais aussi de disponibilité, d'accès aux médicaments et de qualité. Et je crois que si on continue sur cette tendance, sur la manière de traiter l'industrie pharmaceutique et du médicament en France, Monsieur Barbier a raison, elle ne restera pas dans notre pays et on s'en mordra les doigts. J'aurais quelques questions, Madame la Présidente. Vous avez évoqué le PLFSS et le fait qu'il était mis en place par Alain Juppé, c'est vrai, c'est une bonne chose. Est-ce que vraiment, mes chers collègues, nous sommes heureux de la manière dont le PLFSS se passe? Voilà, un sujet qui n'est jamais abordé, mais est-ce qu'on est très fiers dans notre pays de la manière dont nous débattons du PLFSS, qui est un montant supérieur à celui de l'État? Je mets ça dans vos esprits pour la prochaine mandature. Et le prix du médicament y concourt également, ce qui explique que le gouvernement soit en capacité, au vu de la manière, M. Bapt, dont nous traitons le PLFSS, d'abuser de l'industrie pharmaceutique en faisant sa vache à lait. Et donc là, Monsieur Bapt, je suis d'accord avec vous sur l'opacité, Madame la Présidente, j'ai fini presque, sur l'opacité des procédures définies par l'administration pour fixer le prix du médicament et de leur remboursement par l'assurance maladie. Et donc j'aurais à nous inviter une question extrêmement simple, c'est quel rôle peut jouer le Parlement dans cet exercice compliqué, éminemment opaque, qui est celui de la fixation du prix du médicament. Le gouvernement nous a demandé, sur le nom d'un médicament qui m'échappe, sur lequel il était très en difficulté, de légiférer. Moi, je vous l'ai dit, Madame la Présidente, ça m'avait beaucoup choqué. Pourquoi, quand le gouvernement est en difficulté, il nous fait légiférer, et le reste du temps, il fait ça dans son coin, de manière extrêmement opaque. Donc j'aurais à nous inviter à demander la question, quel rôle souhaite-t-il voir jouer par la représentation nationale sur la fixation du prix des médicaments? Merci. Avant de donner la parole à Monsieur Dominique Dor, mais qu'il n'y ait pas de méprise sur mes propos, Monsieur Leonetti, si je rappelais le passé, c'est parce que je pense que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, débattu chaque année par les parlementaires, me paraît tout de même plus transparent que des choses signées sans passer par le vote de la représentation nationale. Monsieur Dominique Dor. Merci Madame la Présidente, merci pour l'organisation de ce débat. Et merci à nos invités pour l'explication sur le mode de fixation du prix du médicament et en particulier sur l'idée qu'en fait ça correspond à de la recherche future, une capacité de recherche future. C'est en effet une approche intéressante. Il y a néanmoins deux arguments qu'on a entendus la semaine dernière et auxquels à mon avis vous n'avez pas répondu et qui vous font du mal. Le premier, c'est de dire le plus souvent la recherche fondamentale est en fait le fruit de la dépense publique, d'ores et déjà. Et donc on comprend mal pourquoi les labos derrière viennent recapitaliser, si je puis dire, sur le sujet. Et puis un deuxième argument, à mon avis, encore plus sensible, qui dit, OK, on comprend comment vous fixez votre prix, on comprend à quoi ça correspond, on comprend sa difficulté, la longueur du processus, etc. Mais pourquoi le prix dans des pays développés est-il quelquefois aussi différent? Pourquoi la France en particulier? C'était un des arguments de nos invités de la semaine dernière, qui disait la France a des prix de médicaments, dans les médicaments dont on parlait, anticancéreux, etc., qui sont quelquefois de 1 à 2 ou 3 par rapport à d'autres pays développés. Je ne parle pas de pays en voie de développement. Et ça pose aussi un problème. On comprend comment le prix est fixé, mais pourquoi il est différent et quelquefois à des stades aussi importants dans des pays pourtant aussi comparables aux nôtres. Merci, Monsieur Dor. Monsieur Sebaoun. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai le sentiment que dès qu'on parle de médicaments, tout s'hystérise un petit peu, alors que finalement, moi j'ai entendu des industriels qui défendent très légitimement un modèle, et un modèle français, mais il me semble tout de même, en vous entendant, que le discours a changé. Il y a quelque temps, quelques années, on nous parlait beaucoup d'emplois.
On nous parlait beaucoup d'emplois délocalisables, d'emplois qualifiés autour d'une industrie certes innovante et qui est un des fleurons de notre pays, personne ne le conteste. Aujourd'hui, vous pointez surtout, dans le discours et les propositions que vous faites, une forme de responsabilité sociale de votre industrie. Néanmoins, qui reste une industrie. Et non pas, je ne m'en étonne ni ne m'en inquiète. Au contraire, c'est peut-être une prise de conscience réelle de l'industrie pharmaceutique, mais j'émets une hypothèse volontairement polémique pour que vous puissiez répondre. N'est-ce pas plutôt à un moment donné un positionnement face à une société qui regarde l'explosion du prix des médicaments au travers de quelques exemples comme une forme d'agression? Et que vous, face à ça, vous restez néanmoins une industrie, et une industrie, ce sont des coûts d'investissement et de fonctionnement, et c'est à un moment la recherche de marge, et donc de résultats face à des actionnaires qui regardent des chiffres. Et vous restez, je crois que Gérard Bapt l'a dit, une industrie florissante, et après tout, tant mieux. Donc, moi, ma question est, est-ce que véritablement vous avez pris conscience que vous étiez une industrie qui avait beaucoup bénéficié, et tant mieux après tout, des blockbusters, et qu'aujourd'hui, il y avait une notion de niche, et que par acquisition, avec des sommes extrêmement importantes, et peu finalement de recherche venant de vos rangs, mais surtout d'investissement en développement de molécules que vous achetez très cher, est-ce que finalement vous n'avez pas recentré votre discours en disant qu'il fallait revoir le prix des médicaments au travers de ce qu'ils pouvaient apporter sur le temps en économie de santé, parce que le discours à l'ancienne, je dirais, le lobbying à l'ancienne, et je n'ai rien contre le lobbying organisé, le lobbying avait cessé et qu'il n'était plus au goût du jour. Est-ce qu'en clair, vous ne vous êtes pas mis au goût du jour dans le discours que vous nous tenez aujourd'hui? Merci, monsieur. Monsieur Perru. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises du médicament, des laboratoires donc de recherche, merci d'être présents devant nous. L'industrie pharmaceutique apporte chaque jour de nouveaux espoirs aux malades et sauve des vies. Et par conséquent, seul un dialogue respectueux peut en effet nous permettre d'évoquer le sujet du prix du médicament. L'expression de Sandy, cancérologue, sur ce sujet peut légitimement nous interroger nos concitoyens. C'est vrai, et vous-même, vous avez réagi à ce type de propos. Mais au moins, cela aura eu le mérite de susciter aujourd'hui le débat et de le rendre public. Les enjeux doivent être exprimés de façon transparente et nos concitoyens ont droit, c'est vrai, d'obtenir des explications fiables et documentées. Il faut certainement moins d'opacité, il faut certainement plus d'informations, surtout des médicaments, sur leur mode de calcul, parce qu'inévitablement, il faut en comprendre les raisons, notamment ces efforts importants menés dans le domaine de la recherche. Et puis, comme les uns et les autres l'ont souligné, bien sûr, ce qui concerne l'innovation, ce qui concerne le futur, ce qui concerne notre santé de demain. Mais on ne peut admettre, et ceci a été dit également, que des traitements, depuis s'être mis en place, en raison de leur coût, il ne peut y avoir de médecine à plusieurs vitesses dans notre pays, et nous devons bien évidemment être vigilants sur ce point. Je voudrais, moi, vous interroger plus spécialement sur les maladies rares. Les maladies rares, puisqu'elles touchent effectivement peu de personnes dans notre pays, moins d'une personne sur 2000. Et j'ai souvent entendu dire que cette recherche dans ce domaine connaît des difficultés de financement et qui seraient pourtant nécessaires pour que nous puissions obtenir des produits innovants. Alors je sais que le LEM a fait récemment un certain nombre de propositions et je voudrais savoir où vous en êtes de cette amélioration de la prise en charge des maladies rares. Comment abordez-vous ce sujet pour favoriser la recherche dédiée aux maladies rares, pour favoriser le développement et la mise à disposition de médicaments innovants pour le traitement de ces maladies, parce que ceci est très attendu sur le terrain, et enfin pour renforcer les systèmes de financement et de prise en charge des médicaments. Merci, Monsieur Perru. Madame Delaunay. Un mot seulement pour dire que ce problème des prix du médicament interroge vraiment fortement l'absence de cohésion de l'Europe. J'ai remplacé la ministre Marisol Touraine il y a 2 ans.
à une conférence interministérielle. Et justement, cette question était en débat. Est-ce que nous ne devrions pas, c'était ce que nous portions, prévoir une sorte d'achat groupé des services ou des ministères de santé publique européens pour en harmoniser les prix, mais surtout les faire baisser, puisque ces achats seraient à taille considérable. Et là, on a vu justement l'individualisme de chacun des pays, avec une opposition particulièrement forte des Allemands. On se doute un peu pourquoi. Et je crois que nous ne devons pas passer sous silence cette absence totale de cohésion qui nous permettrait d'avoir des prix beaucoup plus favorables et finalement aussi de montrer qu'en Europe, dans le CAC 40 européen social, il y a l'accès aux soins et l'accès aux médicaments coûteux. Merci Madame Delaunay. Monsieur Viala. Merci Madame la Présidente. Je pense qu'on est typiquement dans un sujet où il va falloir à un moment donné arrêter de dire aux Français qu'avec moins, on fera toujours mieux. Moi, j'ai deux questions en fait assez précises. La première, c'est de savoir quelles sont les conséquences des actuelles difficultés que vous décrivez par rapport au prix sur la place et le rang de la France en matière de R&D dans le développement de médicaments nouveaux et donc de traitements innovants. Parce que vous avez donné des chiffres, mais je voudrais savoir quelle est la conséquence sur le classement de notre pays en Europe et dans le monde en la matière. Et la deuxième question que j'ai porte sur le processus de recherche appliquée, de développement de nouveaux traitements et de tests. Et je voudrais que vous nous disiez précisément quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec la tutelle lorsque vous êtes en phase d'élaboration de molécules nouvelles et de traitements nouveaux, pour que la recherche appliquée, dont j'ai bien compris qu'elle ne peut progresser que si un certain nombre de verrous sont levés au fur et à mesure, de manière à ce que le développement se fasse, aboutisse un jour à la mise en marché des traitements et des protocoles expérimentaux d'innovation. Merci. Merci Monsieur Viala. Monsieur Ciré. Moi, j'ai été médecin généraliste pendant 40 ans et je dois dire qu'il y a 40 ans, quand j'ai commencé, et maintenant, quand j'ai fini, la médecine a changé. Donc la preuve, c'est que les gens rentrent à maison de retraite à 95 ans. Avant, ils y rentraient à 65 ans. Donc la durée de vie, les progrès thérapeutiques, la sécurité pour les médecins, pour nous, de soigner les gens avec des produits efficaces. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Alors le problème, c'est que petit à petit, on a oublié que la recherche coûtait de plus en plus cher. Et je pense qu'il va falloir qu'on trouve un nouveau système, et je ne sais pas pourquoi la sécurité sociale, les différentes mutuelles, les organisations internationales ou nationales ne s'associent pas à une mutualisation de la perte de la recherche. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on paye actuellement des médicaments parce que ça coûte très cher, il y a eu de grosses pertes dans la recherche. Et donc, je pense que si on recentrait un petit peu le débat avec des gens qui investissent sur les produits vraiment nécessaires, donc ce qui éviterait des recherches sur des produits uniquement lucratifs, on arriverait à une mutualisation des pertes qui serait négligeable et qu'ensuite on pourrait mettre sur le marché des médicaments au prix réel, la perte sur la recherche étant effectuée par une mutualisation. Quand on voit que le budget de la sécurité sociale associé à celui des mutuelles est supérieur au budget de l'État, je pense qu'il y a de la marge qui pourrait investir dans la recherche à côté des structures comme vous, commerciales ou privées, parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez arrêter, parce que vous ne ferez que le rentable, parce que effectivement, tous les gens qui participent à vos sociétés arrêteront d'investir si les produits ne sont plus rentables, malgré qu'ils soient nécessaires. Merci. Vous étiez a priori le dernier intervenant. Moi, j'avais une question à poser quant à la comparaison à Monsieur Touraine, pardon. Oui, Madame la Présidente, nous avons tous le conscience d'être à l'aube d'un tournant important concernant l'industrie pharmaceutique et l'innovation
dans ce domaine. D'une part parce que vont se faire des progrès en quantité importante, d'autre part que le système des blockbusters est remplacé par des biotechnologies avec des médicaments beaucoup plus ciblés, en nombre important, mais pour des groupes de patients plus limités, et que les schémas antérieurs ne sont plus applicables à ce nouveau modèle. Donc je pense que, pour être très, très bref, il nous faut tous réfléchir à des systèmes qui soient adaptés au XXIe siècle et non pas les héritiers des systèmes du XXe siècle. Pour la recherche, aujourd'hui, chacun le sait, l'innovation, d'ailleurs insuffisante dans notre pays, mais celle-ci est assez peu le fait de l'industrie pharmaceutique. Elle provient surtout de start-up, de recherche publique ou d'autres organismes. Et l'industrie pharmaceutique prenant le relais, soit par l'achat de brevets, soit par l'achat de start-up ou de ceux qui, en définitive, ont développé les recherches fondamentales initiales. Donc c'est un modèle différent de celui qui incluait dans le passé un grand secteur de recherche à l'intérieur de l'industrie pharmaceutique. Maintenant, ceci est externalisé. Donc il faut que d'une part, cette recherche soit financée par les pouvoirs publics et que d'autre part, ensuite, le développement en soit assuré de façon satisfaisante par les industriels. Par ailleurs, il y a des modifications dans la totalité des prises en charge à prévoir. On voit bien que la mise en place actuelle de moyens qui permettent de traiter très vite, grâce aux ATU, dans notre pays, représente un avantage par rapport aux autres pays, y compris européens. Je pense qu'à l'avenir, notre système doit inclure d'une part une concertation qui intervienne beaucoup plus en amont entre les pouvoirs publics et les industriels, par exemple 5 ans avant que les produits ne soient mis sur le marché, car il y a une longue période qui précède ceci. Et alors, il peut y avoir dans cette concertation l'élaboration de modalités qui n'arrivent pas en surprise et obligent en définitive le Parlement, par exemple, à prendre des mesures associant le volume, le coût du médicament et limitant l'excès qui peut arriver une année de façon imprévue pour une seule découverte. Et donc, cette anticipation serait bénéfique. Et comme l'a dit Madame Delaunay, tout ceci devrait idéalement se faire au niveau européen parce que la plupart des grands industriels aujourd'hui sont de taille internationale. Et bien de la même façon, la négociation doit se faire par les pouvoirs publics au niveau international. Merci Monsieur Touraine. Je redonne la parole à Monsieur Richard au nom de son groupe. Il n'avait pas pris tout son temps de parole, sauf à nous redire une 5e fois vache à lait. Ce serait mieux de passer à autre chose, Monsieur Richard. Non, Madame Merci. Ni vache ni lait. Juste demander à nos invités quel regard ils ont sur l'accord cadre qui a été signé entre le LEM et le CEPS que nous allons voir après. Ce sera intéressant de poser la question aux invités suivants sur cet accord cadre. Et en particulier sur le délai qui est dans cet accord cadre, qui est de 75 jours. Voilà. Quel est le regard ont-ils sur ce délai qui contraint le CEPS? Merci. Merci. Madame Khirouni. Merci Madame la Présidente. Je souhaiterais simplement compléter ma question concernant la recherche. Vous avez effectivement évoqué une part de 20% du chiffre d'affaires qui concernerait la recherche. Ma question, elle est simple. Qu'est-ce que vous intégrez dans ce poste recherche de manière beaucoup plus précise? Je vous remercie. Merci. Donc avant de vous donner la parole, j'avais une remarque-question, on va dire. Ne pensez-vous pas, j'entendais le comparatif avec l'Allemagne et d'autres pays en disant si on ne veut pas que les prix ici arrivent sur les prix allemands. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que le développement des génériques ait été largement freiné en France par rapport au développement dans les autres pays, et notamment l'Allemagne, ne pensez-vous pas que ça a été une manne qui vous a manqué à un moment donné pour investir plus dans la recherche? Je le dis très simplement. Ensuite, rappelez la particularité quand même de votre industrie par rapport... bon, j'entendais le comparatif avec Airbus, qui est dans ma circonscription, que je connais bien. Votre industrie bénéficie du crédit impôt recherche, du crédit impôt compétitivité emploi, du pacte de responsabilité, et qu'il est naturellement, et c'est normal, solvabilisé par la sécurité sociale. Donc vous avez quand même cette particularité de solvabilité
que n'ont pas les autres industries, et notamment Airbus. Voilà, maintenant je vous laisse répondre aux questions. Je ne sais pas dans quel ordre Monsieur Erard, Monsieur le Président. Je vais, si vous voulez bien, Madame la Présidente, essayer d'en couvrir un certain nombre. Évidemment, elles sont nombreuses, variées, et elles témoignent de la complexité du débat. Monsieur Bapt, vous avez souligné l'importance qu'il y a à être vigilant à ne pas restreindre la population cible des médicaments innovants en fonction du prix. Je ne peux que partager votre avis. Néanmoins, je ne peux pas vous laisser dire que ce serait indirectement l'intention de la Haute Autorité de Santé, qui, je vous rappelle, est souveraine dans l'élaboration de ce qui est la valeur ajoutée, vous avez rappelé la SMR, mais aussi la population cible, la définition de cette population cible, et je préfère que ce soit la HAS que prescrire, car c'est bien son rôle. En disant que la HAS pourrait établir une population cible en fonction du prix, vous remettez en question l'indépendance de la HAS, et je pense que Madame la Présidente de la HAS et ses prédécesseurs, d'ailleurs, vous rappellerez à quel point il est important que la HAS reste indépendante et ne soit pas connectée aux affaires économiques du médicament. Alors c'est moi qui ai mal compris, Monsieur le député. Mais il me paraît important de rappeler cela. Il faut absolument préserver cette indépendance et faire en sorte que la définition de la population cible tienne compte d'un rapport bénéfice-risque. Et c'est la raison essentielle pour laquelle, souvent, pour les médicaments innovants, notamment en cancérologie, on commence par des populations restreintes et on l'élargit progressivement au fur et à mesure de l'avancée de la recherche. Car nous devons d'abord protéger la sécurité de nos concitoyens avec ces innovations et faire en sorte que progressivement la population cible s'élargisse au fur et à mesure qu'on connaît mieux le médicament. Monsieur le député Barbier a rappelé l'importance qu'il y avait également à fixer les objectifs d'efficience de nos sujets de santé et du médicament en particulier sur une définition pluriannuelle. Je ne peux que soutenir cette proposition. Vous savez que le LEM, les industries du médicament, ont depuis longtemps demandé à ce que la pluriannualité soit un élément majeur de l'élaboration des budgets de santé au niveau parlementaire. Et nous sommes tout à fait convaincus que, compte tenu du temps avec lequel les efficiences des innovations vont se démontrer, eh bien, il faut absolument allonger la focale sur l'élaboration des budgets en santé. Et je pense qu'un plan quinquennal même de santé publique et de financement de la santé publique à travers ces innovations serait une piste extrêmement intéressante. Tout à fait d'accord également pour dire que c'est l'ensemble des acteurs de santé qui doivent être inclus dans ce débat, car vous avez eu raison de le rappeler, Monsieur Barbier, il s'agit effectivement d'un débat qui concerne les concitoyens, les acteurs de santé dans leur globalité, et les industriels du médicament ont d'ailleurs plusieurs fois rappelé qu'ils étaient prêts à collaborer à cette discussion générale des acteurs de santé, ce que nous avons appelé de nos vœux et même initié récemment. Le rôle du Parlement est absolument essentiel, car effectivement c'est celui qui doit fixer cette ligne directrice du financement de ces innovations et de nos progrès en santé, encore une fois de façon pluriannuelle. Nous ne pensons pas qu'il doit se substituer au CEPS. L'opacité qui parfois est dite à propos du CEPS ne me paraît pas convenable. Nous avons un accord cadre qui a été effectivement refondé à l'initiative du LEM, je le précise au député qui nous a posé la question. Malheureusement, je ne me souviens plus qui nous a demandé ce que nous en pensions. C'est M. Richard, je crois. Nous avons initié cette refondation, donc nous ne pouvons que nous féliciter de la clarification d'un certain nombre d'éléments dans cet accord cadre fondé. Et je crois, et nous croyons, que c'est le CEPS qui doit rester le maître d'œuvre de la régulation conventionnelle avec les industriels du médicament. Les règles sont publiques, les règles sont connues. Il faut savoir également qu'il y a effectivement des prix qui sont fixés en fonction des trois éléments qui ont été rappelés, la valeur ajoutée du médicament, l'efficience et l'impact budgétaire, notamment pour les innovations, mais qu'au-delà de ces prix, il y a effectivement des remises qui sont consenties par les industriels pour faire en sorte que précisément cette efficience soit garantie et que le prix moyen payé par la collectivité sur ces médicaments ne soit pas supérieur à l'efficience proposée par l'HAS. Vous avez également évoqué
je crois, une évolution du discours des industries du médicament. Vous avez appelé ça, monsieur le député, à une question d'évolution de posture. Nous ne sommes pas dans la posture, monsieur le député. Nous sommes des industries responsables qui évoluons avec notre temps et avec nos innovations. L'emploi reste un élément majeur comme toute industrie. Nous ne sommes pas déconnectés de la question de l'emploi. Mais oui, j'assume, et nous assumons, le fait qu'il y a une véritable envie, un véritable désir d'être des industries inscrites dans la responsabilité sociale, sociétale. Nous sommes des industries qui vendons de la santé. Je dis le mot, il est peut-être choquant, mais c'est ainsi, c'est une industrie. Il y a une démarche économique autour de cette industrie, mais c'est la santé des patients qui est au bout. C'est ce que nous assumons et c'est ce que nous revendiquons. Nous ne sommes pas ni les vendeurs de cigarettes, ni les vendeurs d'armes. Et donc, je veux marteler cela. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'abord des industries de santé et des industries qui sommes tournées vers le bénéfice du patient avant tout et pour tout. Et c'est pour ça que cette prise de conscience sociétale me paraît essentielle. Et moi, en tant que président du LEM, je me battrai pour que nous soyons partie prenante dans cet engagement pour le bénéfice de nos concitoyens. Et puis enfin, peut-être pour évoquer un point ou deux sur ce qui a été dit par monsieur le député Touraine, les start-up ne sont pas hors sol par rapport à l'industrie du médicament. Les start-up font partie de l'industrie du médicament. Il y a un business model qui n'est pas seulement lié au Big Pharma, mais qui est lié à une multiplicité d'entreprises. Et les start-up sont une partie de l'industrie du médicament. Elles ont effectivement peut-être un focus plus important sur la recherche, y compris la recherche fondamentale. Je ne sais pas d'où sort cette, comment dirais-je, ce dogme qui consiste à dire que la recherche fondamentale est publique et que le reste est industriel. À force de marteler des vérités comme ça qui ne sont absolument pas démontrées, on finit par les croire, mais c'est totalement faux. Je vous invite d'ailleurs les uns et les autres à visiter des centres de recherche de l'industrie du médicament. Vous verrez qu'on y fait de la recherche fondamentale et de la recherche ciblée, et que les mécanismes qui président à découvrir les médicaments ne sont pas que le fruit, certes, ils participent aussi, mais ne sont pas que le fruit de la recherche publique. Et évidemment, les deux sont intégrés. Donc les industries start-up sont une partie intégrante de l'industrie du médicament. C'est vrai que les ATU sont des mécanismes extrêmement importants de l'accès précoce au marché. Nous sommes très attentifs au maintien de ce dispositif. Nous avons fait également une proposition, monsieur le député Touraine, d'intégrer dans l'accord cadre effectivement ce que vous proposez, c'est-à-dire un mécanisme qui fixe plus en amont les conditions d'accès précoce au marché sur les médicaments innovants à travers notamment ces mécanismes d'ATU. Voilà pour les quelques points sur lesquels je voulais apporter quelques précisions. Peut-être un dernier élément avant de laisser la parole pour compléter à ceux qui m'accompagnent. J'ai entendu plusieurs fois la petite phrase « vous fixez votre prix ». Nous rappelons que nous ne fixons pas le prix. Nous proposons un prix, l'État fixe le prix. Et il a été posé une question, comment se fait-il que les prix sont différents d'un pays à un autre? Tout simplement parce que le système qui prend en charge les soins est différent et que la nature de la couverture des soins est différente d'un pays, y compris d'un pays industrialisé à un autre. Néanmoins, je rappelle également que pour les produits innovants, et c'est ce que prévoit l'accord cadre, le prix moyen européen est garanti, c'est-à-dire qu'il n'est pas différent d'un pays à un autre, et que la France, même par les remises et les taxes qu'elle demande à l'industrie du médicament afin de garantir l'efficience de ses produits innovants, contribue de façon extrêmement significative à avoir un prix plutôt plus bas que ses voisins européens. Donc, il est important que les mécanismes qui président à la stabilité conventionnelle des prix des médicaments, y compris des médicaments innovants, soient bien connus et bien clarifiés. Vous aurez certainement l'occasion d'en discuter avec le président Planel, afin qu'ils ne traînent pas dans le discours et dans les échanges et dans les débats, qu'ils soient au Parlement ou ailleurs, des idées qui peuvent être, sinon inexactes, fausses, sur l'opacité des choses. Et ça n'est, de mon point de vue, pas convenable que de dire que notre système, que l'État, que les hauts fonctionnaires qui président à la régulation entretiennent un système opaque. Merci. Monsieur Bazeillac, allez-y. Oui, pour compléter peut-être
la réponse à propos d'une question posée par le député Gérard Bapt sur la part exacte du financement public dans le total d'investissement en recherche et développement en France. C'est un chiffre très difficile à reconstituer. D'abord, la difficulté de la reconstitution, d'ailleurs, à l'appui de ce que vient de dire le président Erard, prouve qu'on aurait tort d'opposer recherche publique et recherche privée, qu'aujourd'hui, vous savez que le système de recherche et développement est en pleine mutation, qu'on va vers un système dit d'open innovation, où il y a une intrication de la recherche publique et de la recherche privée à tous les étages. Il faut parler aujourd'hui d'un écosystème. Mais j'ai essayé, par scrupule intellectuel, effectivement, d'aller au-delà de la publication à laquelle vous faisiez allusion, qui est la publication du ministère de la Recherche, et qui réservait une part très, très congrue, 10%, à cette part de financement public. Je pense qu'elle est très minorée, et en se référant à une publication d'Avisan, que je vous invite à lire, de 2012, et si vous faites la somme de tout ce qui est versé en financement public, à travers les IHU notamment, à travers le PHRC, à travers toutes ces modalités, l'ANR, l'ANRS, vous arrivez à une somme exacte de 482 millions d'euros. Si vous rajoutez, là encore, par scrupule intellectuel, les 473 millions du crédit impôt recherche qui sont versés au bénéfice de l'industrie pharmaceutique, eh bien, vous arrivez à dégager une proportion de 20%. Donc, la part en France de financement public dans le coût total de la recherche, qui était pour 2012, année que j'ai pris en référence, de 4 789 millions exactement, c'est à peu près 20%. Merci, Monsieur Lamoureux. Alors peut-être pour compléter sur quelques questions qui ont été posées, je voudrais revenir sur les questions qui ont été posées par le président Bapt. S'agissant de la rentabilité, c'est vrai que c'est quelque chose que nous avons documenté. Effectivement, compte tenu de tout ce qu'Éric Bazaillac vous a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension coût, la dimension durée de recherche et durée d'immobilisation des capitaux, et la dimension du risque, sur 100 molécules qui rentrent en essai de phase 1, 7 arrivent au marché et toutes n'ont pas malheureusement une ASMR 1, 2, 3, beaucoup ont des ASMR qui leur permettent d'aboutir à des prix faibles. Eh bien, compte tenu de tous ces éléments, c'est vrai que l'industrie pharmaceutique est une industrie qui doit assurer un minimum de rentabilité pour lever des capitaux. Et de ce point de vue-là, la comparaison avec le secteur du luxe est tout à fait erronée, puisque en matière de luxe, on achète une marque, une création, on n'achète pas une efficacité et du soin. Et on n'achète surtout pas de la high-tech. Si vous comparez les taux de rentabilité du secteur de la pharma avec les entreprises de high-tech, ils sont relativement comparables. On s'est livré à l'exercice, on livrera les chiffres à la commission si vous le souhaitez, la différence étant, mais Madame la Présidente, vous l'avez rappelé, que nous sommes financés sur des fonds publics. Deuxième élément, sur les biotech, je ne pense pas qu'on puisse dire que nous avons moins de biotech que chez nos voisins. Nous avons documenté ce point. Il y a à peu près autant de biotech en France que chez ses principaux voisins. La difficulté que nous avons en matière de biotech, c'est beaucoup plus un problème de taille et de capitalisation. Donc le vrai sujet, c'est comment peut-on porter nos biotech à la masse critique suffisante pour pouvoir leur donner toutes leurs chances. Sur WEL, effectivement, on s'est opposé de façon extrêmement vive au vote de ce dispositif pour deux raisons. La première, c'est qu'il nous semblait que par la voie conventionnelle, on aurait pu trouver des solutions aussi efficaces et donc on n'a pas donné sa chance à la négociation conventionnelle. Or, nous sommes très attachés à l'accord cadre qui nous lie avec la puissance publique. La deuxième raison, c'est que le dispositif qui a été voté était totalement illisible. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié à l'exercice, puisque dans le texte, pardonnez-moi de le dire à la représentation parlementaire avec l'immense respect que je lui dois, mais dans le texte qui a été voté par le Parlement, je pense notamment au TOEL, pour déclarer sa contribution, les industriels devaient déclarer des sommes dont ils n'avaient pas connaissance. Ce qui évidemment était un petit peu compliqué, ce qui a posé quelques problèmes et ce qui a amené à faire de la gestion très acrobatique de ce sujet. Mais enfin, on ne peut pas dire que ce TOEL a beaucoup amélioré la lisibilité du système français, notamment d'ailleurs vis-à-vis des maisons mères internationales qui n'ont absolument pas compris ce qui se passait en France. Ça a été vraiment un facteur compliqué.
Sur les maladies rares, il y a une question sur les maladies rares. Juste un point, on a observé, alors effectivement, on a fait une plateforme de propositions et on observe évidemment avec beaucoup d'intérêt l'annonce d'un 3e plan maladies rares dont on espère qu'il reprendra une partie des propositions que nous avons pu faire. Enfin, sur la question sur la place de la France dans la R&D, il faut dire que la place de la France globalement recule, mais que nous gardons des positions relativement fortes dans certaines aires thérapeutiques. Et donc on a une place qui est assez variable selon l'aire à laquelle on s'intéresse. Par exemple, on peut dire qu'en oncologie, on peut dire que sur les maladies rares justement, ou en infectiologie, la France garde des positions fortes. Par contre, il est clair que dans toute une série d'aires thérapeutiques, les maladies métaboliques, le cardiovasculaire, il y a un net recul des positions françaises et de façon plus large des positions européennes, mais c'est un sujet de préoccupation et comme le disait Madame la Présidente Le Morton, c'est pour ça que nous poussons beaucoup ce sujet dans le cadre du CSIS, du Conseil stratégique des industries de santé et du comité de filière, parce qu'effectivement tout ce qu'on pourra faire pour fluidifier, pour accélérer, pour faciliter la prise de décision renforcera la compétitivité française. Merci. Monsieur Chivert. Oui, je vais peut-être simplement rebondir sur ce dernier point important de la place de la France, tant en recherche que dans vraiment notre rang en termes de développement et ensuite diffusion de médicaments anticancéreux. Je crois que la France bénéficie, et c'est très important, d'un excellent tissu de recherche au travers des CHU et d'autres unités en oncologie. Et nombreux sont les groupes qui ont priorisé la France dans leur développement clinique, dans un environnement très compétitif. En même temps, et vous avez rappelé au démarrage de cette audition l'appel des 110 cancérologues, il faut faire attention à certains chiffres qui sont partagés, parce que certains de ces chiffres n'ont aucun fondement. J'ai envie de dire, on aime parfois quand même se faire peur. Et il faut poser le débat. Si l'on veut développer en France, comme nous le faisons, les médicaments anticancéreux, cela veut dire qu'on ouvre de nombreuses questions. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'immunothérapie. Les questions, on a envie d'y répondre en France. On ne sait pas pourquoi et comment certains patients répondent ou pas. On ne sait pas quelle devrait être la durée de traitement. Quand est-ce qu'il faut arrêter ou pas. On ne sait pas comment demain nous devrons faire des combinaisons. Nous avons aujourd'hui des milliers d'essais cliniques de par le monde et plus de 1000 en France sur ces problématiques-là. Et je crois que nous devons faire attention de bien relier les deux. Et je reviens à mon propos du début. La solution qui sera la nôtre, c'est d'évaluer ces médicaments ensuite dans la vraie vie. Parce que ces médicaments demandent à continuer à être évalués. Et de cette évaluation-là, au fil de leur utilisation, va dériver des évolutions également de coûts de prise en charge. Il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années, quand un nouveau médicament arrivait dans une classe thérapeutique, il fallait attendre près de 10 ans pour voir une seconde innovation dans cette classe thérapeutique. Depuis 5 ans, et dans les 5 prochaines années surtout, il faudra attendre 1 an. Donc, cette innovation, si nous voulons l'avoir en France, et si nous voulons améliorer même notre rang, il faut faire attention de simplement voir le coût. Il va y avoir, au travers de mécanismes, et l'accord cadre le permet, des mécanismes de compétition importants qui nous permettent à la fois de faire beaucoup de recherche en France, de donner l'accès rapidement à nos patients et de le faire de manière soutenable pour notre système de santé, parce qu'une compétition, on va dire, logique, se met en place et au fur et à mesure de la diffusion de l'innovation, les coûts pour la collectivité baissent et baissent significativement. Donc les deux doivent être liés. Si on essaie de dissocier les deux, on perdra sur les deux fronts, pour répondre à votre question. Monsieur Erard. La Présidente, si vous me permettez juste pour conclure, 2 points très simples. Le premier, c'est qu'évidemment, il y a eu beaucoup de questions et peut-être il y a un peu de frustration à ne pas avoir eu forcément toujours les réponses ou le développement souhaité pour les réponses dans le temps qui nous est imparti. Donc, je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, de transmettre des réponses écrites à la Commission aux questions que nous avons notées. Ça permettra
aux uns et aux autres qui nous ont adressé ces questions, de pouvoir se nourrir des données dont nous disposons. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, comme dans tout débat, il y a parfois des contradictions, même un peu d'émotion, j'ai pu le constater. Le LEM, au-delà des divergences des uns et des autres, souhaite transcender un petit peu tout ça et appelle vraiment à l'apaisement et à un débat serein posé. La santé n'est pas un sujet... C'est un sujet important, c'est un sujet, certes, qui peut provoquer énormément d'émotions, mais c'est un sujet qui nécessite beaucoup de hauteur, de distance, et qui doit transcender les clivages et les prises de position, je dirais, justement, posturales que nous ne souhaitons pas. C'est la raison pour laquelle nous avons été extrêmement peinés, je préfère utiliser ce terme que celui de choqués, peinés des réactions de mes confrères oncologues ou la Ligue, affichant sa campagne dans des bureaux de tabac, enfin c'est surréaliste, ou tout simplement de Médecins du Monde, que je connais bien, pour avoir, à une époque, en tant que médecin, voulu m'engager dans l'humanitaire. Je ne me reconnais pas dans les créateurs de ces associations. Je voudrais qu'ils nous rejoignent dans ce débat et qu'ils permettent de contribuer avec les parlementaires de l'opposition et de la majorité dans un débat auquel les industriels sont prêts à participer avec toute la sérénité et la hauteur que ce sujet mérite. Merci. Vous aurez compris le souci qu'a le législateur. Vous parliez d'incertitude sur un médicament quand il est dans sa vraie vie. Le législateur a aussi une incertitude sur le devenir des molécules mises sur le marché à des prix très très hauts, hein, même si après on peut les justifier. En tout cas, le rôle du législateur, des législateurs que nous sommes, c'est d'assurer la solvabilité du système pour que justement l'accès aux soins pour tous puisse être assuré. Donc c'était important d'entendre votre voix par rapport aux tribunes qu'on a pu lire. Hein. Je crois que ça rééquilibre le débat. En tout cas, il faut essayer de le voir de manière objective, en tout cas. Donc merci d'avoir répondu aussi rapidement et collectivement à notre invitation. Merci.